Alors bonjour à tous, et nous voici réunis pour une nouvelle vidéo, la dernière que nous allons consacrer aux espaces aériens. Et cette vidéo va être consacrée plus précisément aux zones à statut particulier. Alors si vous avez suivi les 4 premières vidéos, voilà, vous arrivez à la dernière, félicitations, vous êtes courageux. Cette dernière vidéo, elle va se comporter, elle va se diviser en deux parties, une première partie théorique et une deuxième partie où on va regarder ensemble des cartes et on va commenter quelques cartes. Ça va être assez simple, c'est peut-être la vidéo la plus simple que je consacrerai aux espaces aériens. Vous noterez que cette partie-là, d'une certaine manière, elle est en quelque sorte facultative si vous faites de la simulation. En fait, les sujets qu'on va aborder ici, vous pouvez très bien en tenir compte pour la simulation, comme vous pouvez très bien ne pas en tenir compte. Ça dépend si vous voulez faire quelque chose de hyper réaliste, et auquel cas ça vous sera utile, ou au contraire faire quelque chose de peut-être plus facile, et vous pouvez très bien ne pas vous occuper de cette partie-là. À noter quand même que c'est intéressant pour votre culture générale d'aborder ces notions-là, parce que quand vous aurez sous les yeux des cartes VFR, ça va vous donner pas mal d'informations pour déchiffrer et comprendre ces cartes. Donc si vous regardez mes 5 vidéos dans l'ensemble et que vous les maîtrisez à peu près, que les différents thèmes que j'aborde, vous les comprenez, vous les maîtrisez à peu près, vous devriez être capable de déchiffrer l'essentiel des cartes VFR, comme le ferait un pilote. Donc c'est quand même assez utile. Alors, les zones à statut particulier, elles répondent en fait à des besoins spécifiques liés à la zone. Ces zones, elles peuvent être permanentes, temporaires et ou activables sur demande. Voilà, donc il y a des autorités qui peuvent demander d'activer ces zones sur des créneaux horaires, sur certaines dates. À ces zones, on associe des conditions particulières de survol, par exemple d'altitude, de pénétration. On peut vous demander d'avoir, par exemple, un contact radio préalable, un transpondeur, évidemment, ou éventuellement d'autres dispositions spécifiques qui peuvent être précisées. En général, ces zones, si elles sont permanentes, elles figurent sur les cartes, qui peuvent être cartes VFR. Et elles figurent en général avec un symbolisme. Ce sont souvent des zones qui sont hachurées. Le périmètre est hachuré de différentes manières. Alors là aussi, il y a des symboles différents. C'est de couleur rouge. Alors attention à ne pas confondre avec les espaces contrôlés de classe A qui figurent également en rouge sur les cartes VFR. Ce n'est évidemment pas la même chose. Les zones temporaires, elles ne figurent pas en général sur les cartes usuelles parce que c'est temporaire. Et donc, vous devez vous référer à une autre documentation. Il y a des documentations qui sont mises à jour régulièrement, comme les NOTAM. Et vous pouvez donc avoir des informations sur ces zones-là. Et parfois, d'ailleurs, on vous met des cartes, des petits bouts de cartes, où ces zones sont figurées. On verra quelques exemples. On va commencer par les zones permanentes. Les zones permanentes, comme leur nom l'indique, elles sont permanentes. Voilà. Elles figurent donc habituellement sur les cartes. Toute la liste, on verra ça également, et la description de ces zones, vous pouvez le trouver notamment sur le site du SIA, mais également sur le site de la DIRCAM, de l'aviation militaire. La première catégorie, ce sont les zones P, pour, en anglais prohibited, c'est prohibé, c'est-à-dire des zones interdites. Alors, comme leur nom l'indique, les zones interdites sont interdites, normalement à la circulation aérienne générale, c'est-à-dire civile, sauf si vous obtenez une dérogation exceptionnelle auprès des autorités. En général, vous avez soit, alors ce sont des sites sensibles, pourquoi est-ce que c'est interdit? Parce que ce sont des sites sensibles. Donc vous avez soit des installations militaires, type base militaire par exemple, ou liées à la défense, avec des activités liées à la défense. Donc je vous ai mis par exemple l'île du Levant, la rade de Brest, il y en a d'autres, mais voilà, par exemple. Vous avez également des installations sensibles qui représentent un danger. Vous avez des installations pétrochimiques,
ou polluantes, hein, où il y a des risques de pollution en cas d'accident, d'incendie, d'explosion, de dégagement de produits toxiques, etc., ou des sites nucléaires. Alors, les sites nucléaires, ça peut être des centrales nucléaires, ça peut être des sites de stockage ou de retraitement également, hein, du combustible nucléaire, de la matière fissile. Je vous ai cité la centrale nucléaire de Gravelines, le site pétrochimique de Gravenchon, par exemple. Il y en a pas mal en France, hein. Tout ce qui est site classé Céveso, etc., hein, ça rentre un peu dans ces catégories-là. Donc ça, normalement, vous ne pouvez pas les survoler. Enfin, du moins, pas en dessous d'une certaine altitude. Les zones R, pour restricted, ce sont des zones dites réglementées. Alors, les zones réglementées, hein, ce sont des zones qui peuvent être alors permanentes, mais pas que, hein, elles peuvent être activables ou temporaires. Elles sont soumises, la pénétration de ces zones est soumise à autorisation, à clairance. Alors, donc, ce n'est pas une zone interdite, vous pouvez y rentrer, mais pour ça, vous devez demander une autorisation préalable, qui peut vous être délivrée ou non. C'est-à-dire qu'on peut vous autoriser à rentrer dans cette zone. On peut aussi vous refuser l'accès à cette zone, auquel cas il faudra contourner la zone. Ce n'est pas une zone interdite, c'est une zone réglementée. C'est restreint, l'accès est restreint. Voilà. Donc elles peuvent être permanentes, hein, ou activables pendant une durée limitée. Souvent, pas que, mais très souvent, vous retrouverez des zones avec des activités militaires ou liées à la défense, dans ces zones R. Vous trouverez également d'autres activités qui ne sont pas militaires, comme par exemple du vol à voile, hein, avec par exemple du tractage, hein, de planeurs, des choses comme ça. La troisième catégorie, ce sont les zones D pour dangereuses. Alors, les zones dangereuses, la pénétration, elle est possible, sans clairance. Vous pouvez traverser ces zones, hein, vous pouvez y voler. Simplement, on vous avertit qu'il y a un danger, hein, que le pilote doit prendre en compte. Et en gros, c'est à vos risques et périls. Hein, vous êtes responsable. Voilà, hein. Si vous arrive une bricole, c'est en gros, on vous aurait prévenu. Hein, voilà. Alors vous avez par exemple, hein, des zones où on effectue des tirs. Donc voilà, donc, il faut être quand même prudent, hein, sur ces zones-là. On verra quelques exemples. Donc là aussi, hein, on va retrouver souvent des zones militaires où se déroulent des exercices militaires. Mais pas que. Hein, il peut y avoir d'autres types d'activités. Les zones D, je crois qu'il y en a de moins en moins. Ça, je vous le signale pour votre culture personnelle, parce que vous verrez ça de temps en temps sur les cartes. Les RMZ et les TMZ. Donc les RMZ, c'est Radio Mandatory Zone, ce sont des espaces aériens où l'emport et l'utilisation d'équipements radio sont obligatoires. Les TMZ, c'est la même chose, mais là, il ne s'agit pas de radio, mais d'un transpondeur. Hein, il faut être équipé, votre appareil doit être équipé d'un transpondeur qui communique l'altitude pression. Les zones dites TMZ et RMZ, c'est la combinaison des deux, il faut une radio et un transpondeur. Alors je vous dis pour mémoire parce que déjà en simulation, ça ne nous intéresse pas trop. Ce sont des zones quand même assez limitées. Ces zones RMZ et TMZ, en fait, elles sont surtout embêtantes pour les appareils qui ne sont pas équipés de transpondeurs et ou de radio. Sous X-Plane, la plupart des appareils sont quand même équipés de radio et de transpondeurs, hein, je crois. Si ce n'est peut-être... alors là, il faudra voir peut-être les planeurs. Si vous faites du planeur, moi je ne fais pas de planeur. Les planeurs, effectivement... Alors en fait, dans la réalité, hein, les RMZ et les TMZ, c'est surtout embêtant pour les gens qui font du vol libre, hein, c'est-à-dire les gens qui font du deltaplane, du parapente, etc. Eux, ça les embête parce qu'ils n'ont pas accès à ces zones. Voilà. Alors c'est des zones, hein, ce sont des zones qui sont généralement assez limitées quand même. Mais c'est vrai que je crois qu'on en voit de plus en plus et que bon, ça embête un petit peu les gens qui font du vol libre. Bon, sous X-Plane... c'est un peu marginal, hein. Je pense que ça concerne assez peu d'utilisateurs. Puis là encore, hein, on n'est pas obligé d'en tenir compte. Ça, c'est à vous de voir. Les zones temporaires, vous allez retrouver certaines zones R. Alors, donc c'est la même chose que les précédentes, sauf que là, elles sont... alors, en fait, elles sont permanentes, mais activables
Elles sont à la fois temporaires et permanentes, hein, c'est-à-dire qu'elles figurent sur les cartes, hein, donc leur existence elle est permanente, mais elles ne sont pas forcément activées. Elles sont activables sur demande pendant des laps de temps déterminés. Vous trouvez ça notamment sur le site du SIA ou sur le site de la DIRCAM. Ce sont souvent des zones d'activité militaire. Voilà. Là aussi, hein, en simulation, bon, enfin, vous pouvez très bien en tenir compte, mais bon, moi par exemple, je n'en tiens pas compte. Voilà. Après, si vous voulez vraiment faire les choses, si vous concevez un plan de vol et que vous voulez vraiment faire comme un pilote, il faut évidemment en tenir compte. Alors, il y a des zones R qui sont des zones un petit peu particulières parce qu'elles appartiennent à ce qu'on appelle le réseau de très basse altitude, c'est le RTBA. Et ça, bon, ces zones sont décrites hein, sur le SIA ou sur le site de la DIRCAM, et c'est ce qu'on appelle les cartes ASBA. On va voir ça également, hein, on verra ça plus en détail. Je vous en dirai quelques mots. Le RTBA, qu'est-ce que c'est, ce réseau de très basse altitude? C'est un ensemble de zones militaires réglementées qui sont reliées entre elles et dans lesquelles, sont donc des volumes, sont des couloirs aériens dans lesquels les avions militaires, les appareils militaires, à certaines dates, à certaines heures, vont effectuer des exercices, des entraînements, des vols à très haute vitesse. Les appareils vont aller très vite et à très basse altitude. Dans ces zones-là, évidemment, quand ces appareils manœuvrent, il y a un risque très élevé de collision. Donc c'est pour la raison pour laquelle les appareils civils, les appareils d'aviation générale ne doivent pas s'y aventurer. Ce sont des zones interdites. À ce moment-là, la zone, normalement, elle est interdite. Toutes ces informations-là, vous pourrez les trouver. Alors, ces zones, elles figurent sur les cartes de VFR, et pour savoir si elles sont activées ou pas, et à quelle date et à quelles heures elles sont activées, ça, il faut aller voir sur le site du SIA ou sur la DIRCAM. C'est dans la rubrique préparation de vol, activité défense, carte ASBA. On verra ça. Donc quand une zone est activée, bien sûr, il ne faut pas s'y aventurer parce qu'il y a un risque très élevé de collision. Il existe également des zones, d'autres zones temporaires. Vous avez des ZIT, des zones interdites temporaires. Vous avez des ZRT qui sont des zones réglementées temporaires. Et vous avez des ZDT qui sont des zones dangereuses temporaires. Là aussi, vous allez les retrouver sur les sites du SIA dans la rubrique préparation de vol SUP AIP. Ces zones, généralement, elles sont mises en place pour des manifestations aériennes, des commémorations, des meetings aériens, des démonstrations de voltige, ou des exercices militaires. Je vais vous donner un exemple que tout le monde connaît. C'est le défilé du 14 juillet. Au-dessus de Paris, vous avez la patrouille de France, ou éventuellement d'autres appareils qui font des démonstrations, qui font des exercices, qui survolent Paris. Bon, habituellement, on ne survole pas Paris, c'est interdit, surtout à basse altitude comme ça. Ces appareils, évidemment, s'exercent. Avant, ils font quelques exercices pour préparer le défilé. Et donc, on met en place, par exemple, des zones interdites temporaires ou des zones réglementées temporaires, par exemple. Donc, comme d'habitude, vous avez compris maintenant, je pense, un petit peu comment ça fonctionne, entre les zones interdites, les zones réglementées et les zones dangereuses. La zone interdite, normalement, la pénétration, elle est interdite quand la zone est activée, quand elle est en place. La zone réglementée, la pénétration, elle est autorisée, mais elle est soumise à clairance. C'est du cas par cas. Et l'autorisation peut vous être refusée, donc on peut vous demander de contourner la zone, de l'éviter. On peut vous donner l'autorisation, bien sûr, de traverser cette zone, d'y pénétrer, de la traverser. Mais vous devez auparavant vous identifier et indiquer vos intentions. Les zones dangereuses, la pénétration, elle est possible sans clairance dans ces zones. Simplement, il y a un danger, donc il faut faire attention. Ensuite, alors, on va aborder encore une autre catégorie de zones temporaires. C'est plus pour mémoire, parce que là, vraiment, en simulation, je ne suis pas sûr qu'on s'occupe vraiment de ces choses-là. Mais si vous retrouvez ces expressions, ces termes, que vous sachiez un petit peu ce à quoi ça correspond, vous avez des TSA, pour Temporary Segregated Area. C'est une zone de ségrégation temporaire. Donc ce sont des zones en fait qui sont réservées à une catégorie d'appareils, généralement les appareils militaires, à l'exclusion des autres catégories. C'est-à-dire que les appareils qui ne sont pas militaires, normalement, n'ont pas accès à ces zones. Le VFR, habituellement, elles sont imperméables au VFR. Le VFR est interdit dans ces zones. Vous avez également les CBA, pour Cross Border Area. Ce sont des TSA. C'est la même chose que des TSA.
donc des zones de ségrégation, mais qui vont se situer sur des zones frontalières, donc elles vont déborder sur au moins 2 pays. Donc pareil, ce sont des TSA, mais qui sont... voilà. Donc généralement, seuls les appareils militaires qui participent à des exercices ou à une mission sont autorisés. Tous les autres appareils sont interdits. Alors il existe toujours des exceptions en fait devant ces interdictions. Certains appareils peuvent être autorisés, par exemple des appareils de secours. Si vous avez un hélicoptère qui doit transporter, je sais pas, si vous avez un blessé à transporter en hélicoptère, bon, un hélicoptère de la sécurité civile peut tout à fait aller atterrir ou traverser ces zones. Si vous avez un Canadair qui a besoin d'aller éteindre un feu de forêt, évidemment, il peut obtenir des autorisations. Alors après, c'est réglementé, mais c'est possible. Il y a toujours des exceptions voilà, dans des cas particuliers. Mais si vous, avec votre petit Cessna, vous avez décidé de faire un petit vol dans le secteur, bon, a priori, on ne vous autorisera pas à aller voler dans ces zones-là. Vous avez enfin les TRA, qui sont des zones réservées temporaires. Alors, là aussi, ce sont des zones dont l'accès est réservé à des UGG spécifiques. Mais, alors vous allez me dire, c'est un peu comme la TSA. Oui, mais là, vous avez quand même, c'est moins strict. C'est-à-dire que vous pouvez avoir accès à ces zones sur demande. C'est-à-dire que si vous pouvez obtenir la clairance pour pénétrer dans ces zones. C'est pas aussi strict qu'une TSA. Une TSA, a priori, si vous avez une activité militaire, si vous n'êtes pas un appareil militaire, vous ne pouvez pas pénétrer. Là, éventuellement, dans une TRA, il y a une tolérance, il y a une certaine tolérance. On peut éventuellement, sur demande, vous autoriser à pénétrer et à traverser ces zones. Voilà, bon. Voilà pour donc la partie théorique de ces différentes zones. Alors, on va aller faire un petit tour maintenant. On va regarder les applications. Comment est-ce que ça se passe? On va regarder sur le SIA. Puis bien sûr, ici, je vous ai affiché une carte. Voilà, c'est une carte France Nord, une carte VFR au 1 millionième de 2020. Mais ça marcherait avec une carte de 2019, je vous rassure. C'est pas, voilà, peu importe, même si vous trouviez une vieille carte, même si vous avez une vieille carte sous la main, ça fera tout à fait l'affaire. C'est juste pour vous montrer le principe. Alors, vous remarquez, on va zoomer un petit peu sur la carte, que vous avez des légendes. Alors, il faut que voilà, ça fonctionne. Voilà, vous avez ici une partie des légendes qui peuvent vous intéresser pour ces zones. Ici, ces zones, ces zones particulières, à statut particulier. Voilà, vous les avez ici. On va zoomer encore un petit peu, que ça soit peut-être plus clair. Voilà. Ça va se mettre au point. Voilà, vous les avez ici, les zones à statut particulier. Voilà, vous avez toute une symbolique. Donc vous retrouvez les zones temporaires, les zones dangereuses. Vous retrouvez ici les RMZ, TMZ, etc. Plus certaines symboliques ici pour des installations sensibles, dont le survol est interdit ou réglementé. D'accord. Vous avez une autre partie de la légende qui est de l'autre côté de la carte. Ah oui, il y en a partout. C'est ici, où vous avez retrouvé également ici, vous voyez cette symbolique en rouge qui parle ici du RTBA. Alors, vous voyez que pour le RTBA, le réseau de très basse altitude, c'est ces couloirs réservés aux militaires qui sont activables sur demande des militaires. Vous avez également une symbolique ici qui leur est propre. Voilà. Donc vous avez également une partie de la légende qui est de l'autre côté. Alors, voilà. Quand vous aurez ça, vous saurez tout. On va grossir encore un petit peu notre carte. Youplan. Voilà. Donc ce que je vous disais, vous voyez ici vous avez des zones qui apparaissent en rouge. Alors là, attention, ce ne sont pas des zones à statut particulier, c'est la TMA de Paris et c'est de la classe A. La classe A, ça ressemble à s'y méprendre à des zones à statut particulier. Donc il ne faut pas les confondre. Là, la symbolique est très ressemblante, mais ce n'est pas la même chose. Voilà. Donc vous voyez. Alors, cette classe A, en France, vous ne la trouvez autour de Paris. Pas ailleurs. Voilà. Donc c'est quand même limité. Alors vous voyez, ici, vous avez par exemple, voilà, on va aller ici sur cette partie-là. Vous voyez que ici, vous avez des zones
on va grossir un petit peu. Vous avez ici, par exemple, vous voyez une zone qui est une zone notée P, 6-1, 6-2, deux zones concentriques. Et vous voyez que ici vous avez le symbole d'une activité nucléaire. Alors, cette espèce de petite... ça ressemble un peu à une hélice, je trouve. Ce symbole-là, ça représente un danger, voilà, un danger nucléaire. En fait, c'est la centrale, je crois que c'est la centrale nucléaire de Flamanville, à cet endroit-là. Ah oui. Donc là, la réglementation, vous voyez, le survol est réglementé. Enfin là, c'est interdit, c'est une zone interdite. Alors vous voyez que finalement, sur cette carte, on vous dit peu de choses. On vous signale juste la zone, mais on ne vous la décrit pas. Alors si vous voulez avoir des informations complémentaires, il va falloir aller chercher sur le SIA et on va voir comment procéder. Ici, c'est un secteur qui est assez chargé. Vous avez également ici, alors vous voyez ce petit symbole, là, cette espèce de... ça ressemble un peu à une cible. Ça, c'est un site sensible. C'est un site dont le survol est interdit. C'est la zone P7 et vous voyez que c'est entouré encore d'un cercle. La zone P7. Alors, vous voyez, les zones sont identifiées comme ça par une lettre, P, et par un chiffre. Et juste à côté ici, à Cherbourg, à Cherbourg, il doit y avoir des activités militaires. Vous avez la zone P81. Vous voyez, cette zone ici, elle est circulaire. C'est pas toujours circulaire, ça peut avoir des formes diverses. Et pendant qu'on y est, vous voyez que ici vous avez cette espèce de rectangle un petit peu discontinu. Vous voyez ici, c'est la RMZ de Cherbourg. Alors, je vous rappelle, la RMZ, ce sont des zones à radio obligatoires. Vous voyez, ça figure comme ça. Voilà. Donc nous, en simulation, on s'en fiche un peu. Mais bon, sachez ce à quoi ça correspond. RMZ, si vous êtes ici dans ce périmètre autour de Cherbourg, vous avez besoin, vous devez être équipé d'une radio. Bon, très bien. Alors, ce qui est le cas de je crois, la quasi-totalité des appareils de X-Plane de toute façon. On va regarder ces zones-là. On a la P7, la P61 et la P81. Alors, où trouver la description de ces zones? Tout simplement, ici, sur le site du SIA, vous allez aller dans... alors, il faut aller dans AIP, EAIP France. Hop. On clique ici. Et ici, ça va être dans la partie en route, la partie 2. La partie 2. Alors, il faut aller chercher un petit peu. Avertissement à la navigation. Et là, voilà, vous voyez le paragraphe 5, avertissement à la navigation. Et le 5.1, zone interdite, réglementée et dangereuse. Allez, sur ici, vous pouvez aller dessus, on y est déjà. Et voilà, donc on vous dit, voilà, on vous donne ici la description de ces zones. On vous donne un certain nombre. Alors là, je vous laisse aller regarder, on va pas faire la lecture ensemble. Mais vous avez ces zones qui sont décrites. Et puis surtout, vous voyez ici, les zones, elles sont décrites. Alors vous avez une codification un petit peu particulière, le LFP1. Alors L, c'est pour, je crois que c'est pour l'Europe occidentale. F, c'est pour la France. P, on l'a vu, c'est pour prohibé, interdit. Et 1, c'est le numéro de la zone. Les zones sont codifiées comme ça. Donc là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est le P et le chiffre qui suit. Donc on avait une zone, alors notamment on avait la 6.1 et la 6.2 sur notre carte, ici. 6.1 et 6.2 qui sont deux zones concentriques. Et la 6.1, alors vous voyez ici, c'est Flamanville, c'est bien les installations ici de Flamanville, c'est la centrale nucléaire de Flamanville. La 6.1, c'est un cercle de 3 km qui est centré donc sur la position de la centrale. Et cette zone, elle s'étend de la surface jusqu'à 500 pieds au-dessus de la surface. Il ne s'agit pas ici d'altitude. Enfin, si, pardon, il s'agit ici au-dessus de la surface. Oui, il ne s'agit pas d'altitude, mais de hauteur. C'est pas une altitude, mais une hauteur. Donc attention. Et c'est 24 sur 24. La P6.2, c'est un cercle plus large. Oui, ce sont deux zones concentriques. Vous voyez que ici, la P6.2, elle est autour. C'est une zone de 5 km. Donc vous voyez, elle est plus large, qui est centrée sur la même position. Et elle s'étend de 500 pieds à 3400 pieds. Alors là, c'est pas au-dessus de la surface, mais c'est au-dessus du niveau de la mer. Above main sea level. Donc là, c'est l'altitude. Ici, hauteur, altitude. 24-24. C'est 24 heures sur 24. Donc vous ne pouvez pas survoler cette zone à basse altitude. Et même là, vous voyez, au-dessus de 3400, il faut être au-dessus, il faut être au moins à 3500 pieds en gros. Il faudrait être au moins 3500 pieds pour survoler cette zone, pas en dessous. Dans un rayon de 5 km. La P7, on va en profiter, elle est juste en dessous, c'est le site de la Hague. La P7, on l'avait ici au nord de la centrale. Voilà.
la P7, avec cette espèce de site qui est signalé. La Hague, c'est un site de retraitement des déchets nucléaires, de la matière fissile. Donc c'est un site également sensible. Et vous voyez que là, bon, alors on vous donne ici, c'est un arc de 3 km de rayon, et il s'étend de la surface à 3900 pieds d'altitude au-dessus du niveau de la mer. Et on vous donne ici quelques détails supplémentaires à droite. Vous voyez qu'ici, cette zone, elle fait 3 km, mais dans certaines circonstances, on peut étendre cette zone jusqu'à 5 km. En cas de situation un peu délicate, un peu tendue, s'il y a des risques peut-être d'attentat, si on vous parle du plan Vigipirate. Donc c'est susceptible d'être modifié. Donc là, il faut se tenir au courant. La zone P81. La zone P81, c'est encore autre chose. Donc vous pouvez aller comme ça parcourir toutes ces zones. Donc on va aller chercher P81, on fait défiler. Bon, donc là, c'est précis, c'est un cercle de 3,24 nautiques centré sur une position. Et ça s'étend de la surface jusqu'au niveau de vol 195. Donc ça s'étend sur tout l'espace aérien inférieur. Voilà. Et vous avez donc une petite précision, on vous dit que donc normalement vous ne pouvez pas voler sur cette partie-là, vous ne devez pas survoler cette zone-là, sauf si vous manœuvrez dans le cadre d'une procédure IFR et que vous êtes à l'approche ou au départ de l'aérodrome de Cherbourg. Ouais, donc il y a quand même quelques exceptions. Voilà. Donc vous pouvez vous amuser comme ça, parcourir toutes ces zones, il y en a un certain nombre. Voilà donc pour les zones interdites. Les zones dangereuses, par exemple, alors les zones dangereuses, vous en avez on en retrouve pas mal sur la côte ouest. Voilà, avec des zones qui sont des zones généralement avec une activité militaire. Voilà, on va grossir un petit peu. Voilà. Ici, par exemple, voilà, vous avez la D214, etc. Donc vous voyez que ces zones, elles ont des formes très géométriques, elles ont des formes assez variables, et elles peuvent également un petit peu se recouvrir, donc ça peut être assez complexe. Alors ces zones dangereuses, je vous le rappelle, vous pouvez tout à fait voler dedans, sans clairance, vous pouvez vous les traverser sans problème. Simplement, vous êtes susceptible d'y rencontrer des activités, souvent des activités militaires, des activités de défense, avec par exemple des exercices militaires, des essais de tir, des choses comme ça. Donc ça peut quand même être dangereux. Donc attention, vous pouvez vous y aventurer, mais avec précaution. Alors notamment, peut-être s'il y a des exercices militaires, c'est peut-être bien quand même de les contourner, de passer au-dessus ou de faire attention. Alors là également, vous pouvez les retrouver, elles sont normalement décrites dans cette partie-là. Il faut simplement les trouver, ça c'est une autre affaire. Voilà, les zones dangereuses. Alors voilà, on est dedans. On peut regarder par exemple la D214. Qu'est-ce que c'est que cette zone-là? Voilà, donc là on vous donne les positions, la forme de la zone, parce qu'elle a une forme un peu particulière, une forme assez tarabiscotée. Alors vous voyez ici, on vous dit que ça va jusqu'au niveau de vol 195, je pense. Ah non, là ça va même au-delà. J'ai l'impression que c'est le niveau de vol 275. Alors, on peut regarder. Donc c'est pas toujours évident. Bon là, ça va de la surface jusqu'au niveau de vol 195. Du lundi au vendredi, 24 heures sur 24. Et après, il faut consulter ce qu'on appelle les NOTAM. Alors, les NOTAM sont des bulletins d'information. C'est notifications to airmen. Ce sont des informations qui sont données aux pilotes. Ce sont des informations ponctuelles. Voilà. C'est un peu comme que vous êtes sur la route. On vous dit, là, attention, je sais pas, telle portion d'autoroute, elle sera fermée de minuit à 6 heures du matin. À tel endroit, il y a des travaux. Là, il y a un accident. Là, il se passe tel truc. Bon, voilà, c'est un peu ça. Ce sont des informations qu'on vous donne comme ça. Il faut aller consulter, quand vous faites des vols, il faut aller consulter toutes les zones que vous allez traverser pour savoir si
éventuellement, il se passe des choses. On peut dans ces notam, vous trouverez par exemple des informations sur les balises. On peut vous dire par exemple qu'une balise, elle sera coupée parce qu'elle est en maintenance. Donc on va vous dire tel jour, de telle heure à telle heure, cette balise-là, elle ne fonctionnera pas. Donc, par exemple, si c'est une balise ILS, ça veut dire que si vous voulez vous poser sur une piste en utilisant la balise ILS, vous ne pourrez pas faire une approche ILS sur cette piste. Il faudra utiliser soit une autre piste, soit une autre procédure. Oui, vous avez plein d'informations comme ça. Par exemple, des obstacles. Vous avez une grue de chantier, par exemple, qui se situe à proximité d'un aéroport. On vous dira, attention, il y a une grue de chantier qui fait 60 mètres de haut, qui est à tel endroit, qui est à 1 km dans l'axe de la piste 22 de l'aéroport de Tripatouilly-les-Oies. Attention. Voilà. Ça figure pas sur les cartes, parce qu'une grue de chantier, c'est quelque chose qui va rester en place pendant quelques semaines, peut-être quelques mois, puis après c'est démonté. Mais ça figure pas sur les cartes. Mais évidemment, il faut pas aller vous emplafonner dans une grue de chantier, parce que c'est quand même embêtant. Donc ça, vous les trouverez dans les notam. Donc ici, cette zone, entraînement au combat aérien, vous voyez, c'est militaire. Donc voilà, donc on vous décrit ça, puis on vous dit éventuellement, vous pouvez ici aller consulter la TMA de Lorient, etc. Alors, vous trouvez plein d'informations. Alors ça, je vous avoue qu'en simulation, c'est pas fondamental. Si vraiment vous suivez ça au pied de la lettre, vous êtes un champion. Les zones R, les zones réglementées. Je dis parfois aussi les zones restreintes. On va en regarder quelques-unes. Vous voyez, vous avez des zones qui sont très limitées. Alors, vous voyez ici, on retrouve une zone de la P22 sur un site nucléaire. Et là, vous avez une petite zone, vous voyez, cette espèce de pentagone, de polygone un peu irrégulier. La R245. Vous voyez, donc c'est quand même très limité. On peut aller s'amuser. Pareil, même chose. Alors la R245, je ne sais pas où c'est. On va faire défiler ça. On n'est pas très loin. Hop, la R245. Alors, vous voyez la Ferté-Saint-Aubin. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. C'est un cercle, donc vous voyez, de 0,5 nautique. Donc c'est quand même. Je ne suis pas sur la bonne, pardon. 240, c'est pas un cercle. Donc, voilà, c'est ça. Ça va de la surface au niveau de vol 0,90. Fontevraud. Je ne sais pas ce qu'il y a. Possible activation. Ouais, alors ça peut être activé. Activité spécifique défense. C'est toujours les militaires. Voilà. Il nous semble être les militaires. Voilà. Alors voilà. Et là, on vous dit que éventuellement ça peut être activé. Vous voyez, donc là, c'est pas forcément permanent. Il y a un camp militaire, un camp de Fontevraud. Alors donc pour la circulation aérienne générale, quand c'est activé, contournement obligatoire. Pour tout ce qui est militaire, pénétration sur autorisation du gestionnaire, c'est-à-dire probablement ici du camp de Fontevraud. Activité réelle, vous pouvez contacter Nantes Info, Poitiers Info, et ils vous diront si c'est activé ou non, et à quelle date, etc. Et à quelle heure. Voilà, vous voyez, oui, ça peut être des petites zones comme ça, très limitées, les zones. Ouais. Alors là, ici, c'est pas une zone permanente. Vous retrouverez ici une RMZ sur Angers, par exemple. Vous voyez, c'est souvent centré sur des aéroports parce qu'il y a quand même un trafic aérien important. Alors c'est souvent, les RMZ, c'est souvent centré ici, à Roche-sur-Yon, c'est toujours centré. Je crois que c'est toujours centré sur un aéroport. C'est des histoires de densité de trafic, ça, les RMZ. Encore ici une zone P2, un site nucléaire. Alors, on va attaquer le gros morceau quand même. On va dézoomer un petit peu parce que ça va être plus pratique si je dézoome. Hop. Et vous voyez que ici il y a du rouge. Alors on va essayer de mettre on va utiliser ça. Tiens, ça. Ah, je l'ai perdu. Si, c'est là. Ça, c'est pas mal. Voilà. R57, etc. Donc, vous voyez ici, vous avez des zones R. Alors, ça, c'est vraiment le RTBA qui se dessine comme ça sous forme de couloirs qui sont. Vous voyez, ces zones, elles sont interconnectées. Elles sont à la suite. Elles sont contiguës. Elles sont à la suite les unes des autres. Et elles définissent comme ça des couloirs de circulation. C'est ce qu'on appelle le RTBA, le réseau de très basse altitude. Alors, vous voyez là également, vous retrouvez. Cette même ces dénominations R57, etc. Donc vous pouvez aller chercher ce que c'est que la R57. Voilà, avec notamment, vous avez ces couloirs, ils sont délimités évidemment avec des bords, mais ils sont également délimités avec une altitude. C'est des couloirs qui sont quand même assez étroits en termes d'altitude. C'est le réseau de très basse altitude, ils ne montent pas à 30 000 pieds. Donc vous pouvez aller voir leur description. Alors la R57... je ne sais pas si ça va être décrit là-dedans. On va regarder. Hop. Je vais aller un peu loin. Parce qu'après, le RTBA, ça fait vraiment l'objet d'une description à part. Si, ça y est.
Voilà, de 800 pieds au-dessus de la surface. Bon, vous voyez, on parle au-dessus de la surface, hein, on ne parle pas d'altitude mais de hauteur, à 1800 pieds au-dessus de la surface. Voilà. Activation, voilà. Et là, vous pouvez regarder sur les notam. Voilà, entraînement à très grande vitesse, voilà, etc. Voilà. On vous met également, et ça c'est utile, hein, une activité maximale, une altitude maximale du tronçon. 3000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Parce que vous voyez, là on vous dit 800 pieds au-dessus du sol et 1800 pieds au-dessus du sol, mais bon, s'il y a du relief, ça ne vous donne pas l'altitude. Hein. Voilà, on vous dit ici 3000 pieds. Donc si vous voulez être tranquille, vous volez au-dessus de 3000 pieds. À partir de 3005, vous êtes pas mal. Hein, voilà. Et donc c'est activable. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous pourrez tout à fait traverser sans souci ces zones puisqu'elles ne seront pas activées. Et il y a des moments où il faudra bien sûr aller les contourner ou en tout cas faire attention. Enfin, normalement les contourner. Hein. Si elles sont activées, vous ne pouvez pas les traverser. Alors, comment savoir si, si elles sont activées ou non? C'est pas très compliqué. Là aussi, hop, on va sur le SIA. Préparation de vol, activité de défense, carte ASBA. Hop là. Alors, ça c'est une page qui est assez importante. Si vous vous intéressez à ces cartes ASBA, alors là encore, hein, en simulation, moi je m'en occupe pas honnêtement, hein, mais bon, si vraiment le sujet vous intéresse et si vous voulez en tenir compte, et ben vous avez ici différentes informations. Alors, vous avez la carte ici du RTBA. Alors, vous avez donc une carte générale de ces couloirs aériens sur la France, voyez, qui figure ici. Donc c'est utile. Vous avez également une petite plaquette d'information qui est pas mal faite, le B.A.B.A. du RTBA. Voilà, sous forme un petit peu de bande dessinée, c'est assez simple et on vous explique le principe du RTBA, qu'est-ce que c'est, etc., etc. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça c'est pas mal, hein. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez vous amuser avec ça. C'est une petite plaquette qui est assez bien fichue. Et vous avez également le mode d'utilisation, hein. C'est une autre plaquette, hein, du RTBA, c'est un peu le mode d'emploi. Voilà. Donc nous on va alors, je vous laisse détailler ça. Hein. Ce que vous pouvez regarder ici, hein, en fait, bah, c'est voilà. Hein, oui, alors les activités militaires, elles sont planifiées généralement 48 heures à l'avance. On ne vous donne pas le programme 3 mois à l'avance, hein, c'est assez court. Voilà, voilà. On vous donne ça, vous voyez, hein, là aujourd'hui on est dimanche, on vous donne lundi, mardi. Et donc vous avez ici ces activités donc, avec les heures. Donc vous avez ici une petite description. Vous voyez, on vous fait figurer ici les zones qui sont concernées. Voilà, avec leur codification, hein, R144, R145, etc. Et on vous donne ici les zones, hein, les heures où ces zones sont activées, hein, en fonction, voilà, avec les heures. Les heures ici sont données en temps UTC, hein, donc il faut corriger de l'heure d'hiver ou de l'heure d'été, bien sûr, en fonction de la saison. Voilà, donc vous avez 1 ou 2 heures de décalage par rapport aux heures qui sont affichées ici. Voilà, donc le RTBA, hein, si vous êtes susceptible de traverser une de ces zones, bah, il faut aller regarder si aux dates et aux heures où vous allez traverser ces zones, où vous êtes concerné ou non, et éventuellement, bah, il faudra corriger. Alors, en général, c'est votre altitude, hein, parce que vous ne pouvez pas vraiment contourner, vous voyez, un truc comme ça, c'est pas contournable, hein. Enfin, c'est pas contournable sur le côté. En général, on conseille de passer au-dessus, pas en dessous, parce que comme c'est des couloirs aériens qui sont situés quand même très bas, hein, sur le relief, c'est assez compliqué de passer en dessous. Voilà, hein, donc en général, on passera plutôt au-dessus. Hein, c'est plutôt dans ce sens-là qu'on les contourne. On les contourne par le haut. Voilà ce que j'avais à vous dire grosso modo sur ce réseau, hein, RTBA. Là, le 18 mai, vous avez également une activité. Voilà, hein, qui est décrite ici. Avec les heures. Donc là, normalement, on ne traverse pas. Voilà, petit détail. Hein. Voilà. En ce qui concerne ensuite le SIA, alors on va revenir ici. AIP, hein, non, pardon, préparation du vol, sup AIP, voilà, c'est ce qui m'intéressait. Métropole. Bon, après, on peut aller évidemment, hein, sur les territoires d'outre-mer, hein, mais ici, on va rester sur la France métropolitaine. Le temps que... Voilà. Ça, c'est beau la fibre, hein, ça va vite. Alors, pas toujours. Ici, donc, vous avez ces informations, hein,
Et là, vous allez notamment tout ce qui va être zone à statut particulier, hein, mais toutes les zones temporaires. Donc vous allez retrouver les ZRT, les ZDT et les ZIT. Alors, vous voyez ici, par exemple, vous avez création d'une zone réglementée ZRT et d'une zone dangereuse temporaire pour l'opération Harpie féroce. Bon, ça, je pense que c'est militaire. Et voilà, donc on vous met ici, hein, vous voyez, cette espèce de polygone, là, noir, hein, à l'ouest des côtes françaises. Alors, vous voyez, ici, vous avez Arcachon, etc. Et on vous dit que ces zones, voilà. Donc, c'est du 31 mai au 3 juin. Et vous avez une description ensuite, hein, des activités, etc. Toutes les fréquences nécessaires d'information. Voilà. Et on vous dit que vous avez une zone réglementée temporaire si vous vous situez à la limite, à l'intérieur des zones territoriales. Si vous êtes à l'extérieur des zones territoriales, c'est-à-dire au-delà de 12 nautiques des côtes, hein, vous êtes dans une zone dangereuse temporaire. Voilà. Donc dans un cas, il faut une clairance, une zone réglementée, je vous rappelle, il faut une clairance. Dans la zone dangereuse, vous pouvez vous y aventurer sans clairance, mais en restant prudent. Voilà. Hein. Donc, bon voilà, c'est un exemple, hein, de ce que vous pouvez rencontrer. Alors, vous voyez que c'est quand même assez fréquent, hein, parce que vous voyez, hein, là vous avez ici des activités de parachutage, hein, voilà. Donc là on vous dit qu'on a une ZRT, hein, au niveau des Sables d'Olonne. Vous voyez, hein, ici ça représentait en espèce de couleur un peu rose, hein, voilà. Voilà, ici vous en avez une, hein. Vous avez la ZRT1, vous avez la ZRT1 qui est vraiment centrée ici, hein, un petit cercle, et puis vous avez une ZRT2 qui est un peu plus large, et ça va du niveau de vol 115 au niveau de vol 255. Oui. Donc vous voyez quand même que ces zones, bah, elles sont quand même assez nombreuses. Là vous voyez, alors on a le Grand Prix de Monaco. C'est pas une activité militaire, hein. Vous voyez, c'est pas toujours des activités militaires, hein. Le Grand Prix de Monaco, bon, bah, je sais pas, il y a peut-être une concentration de monde assez importante, donc peut-être que pour des raisons de sécurité, on préfère qu'il n'y ait pas trop d'appareils qui s'aventurent, hein, ou en tout cas exercer un contrôle un peu plus, peut-être un peu plus sévère sur le survol ici de cette zone. Donc, parce que bon, j'imagine bien que les avions, ça perturbe pas vraiment le Grand Prix de Monaco, mais il y a peut-être un risque. Bon, on est quand même dans une ambiance assez sécuritaire, hein, depuis quelques années. Donc voilà, bon, c'est peut-être par rapport à ça. Donc ici, voyons, créer une zone pour une activité qui est une manifestation sportive. Et c'est pas du tout une activité aérienne. Alors peut-être également que le Grand Prix de Monaco, il y a peut-être aussi des hélicoptères, des drones, des choses comme ça, peut-être qui vont survoler la zone pour faire des reportages, prendre des films, etc. Hein, parce que vous savez, souvent on a des visions un peu... enfin des vidéos aériennes, hein, de ces manifestations. Donc il y a peut-être aussi quelques appareils qui vont aller et venir un peu dans tous les sens. Donc on limite peut-être l'accès à ces zones, hein, on essaye de la restreindre un petit peu de manière peut-être à ce qu'il n'y ait pas trop de risque de collision, puis permettre aussi donc aux appareils qui vont couvrir un événement sportif de pouvoir évoluer de manière un peu plus tranquille, hein, sans risquer d'aller s'emplafonner avec des appareils éventuellement qui pourraient traverser cette zone. Voilà. C'est peut-être tout simplement ça, hein, c'est peut-être pour éviter des risques de collision. Oui, mais donc c'est pas forcément militaire, hein. Ce sont souvent des activités militaires, mais pas toujours. Alors, on pourrait parcourir comme ça ces choses-là, hein, mais bon, c'est ces différentes notes. Hein. Vous voyez, la Grand Prix de Monaco, hein, donc là c'est du combat aérien. Alors là, zone réglementée pour les besoins d'une surveillance de linéaire ferroviaire sur l'axe Gretz-Nangy. Bon. Je vois pas trop ce que c'est, mais voilà. Bon, vous voyez, ça peut être des motifs assez divers. Là, c'est des occasions de parachutage. Là, il y a des drones, hein, des drones d'État, bon, donc peut-être des exercices militaires, et ainsi de suite. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous avez quand même, hein, il y en a pas mal, hein, des zones comme ça. Voilà. Donc, dans l'ensemble, hein, je crois qu'on a à peu près vu ensemble, hein, donc on a vu les zones dangereuses, on a vu les zones permanentes, hein, donc les zones dangereuses, les zones interdites, les zones restreintes, hein, réglementées. On a vu tout ce qui était zone militaire, hein, tout ce qui était RTBA, etc.
On a vu donc les zones ici temporaires, hein, les ZIT, les ZRT, les ZDT. Hein, vous pouvez aller consulter ça donc au niveau du SIA dans la partie ici. Hein, hop, on remonte. Hein, préparation de vol, hein, sup AIP métropole. Voilà, donc vous avez ici hein, ces petites notes qui s'affichent. Vous pouvez également aller ici dans les dom-toms. Il y a peut-être moins d'activité, parce que c'est des bouts de territoire quand même qui sont plus restreints. Ouais, voilà, là il y a moins de choses. Hein. Là vous voyez ici, hein, vous avez une restriction sur un aéroport, hein, parce que voilà, on fait des travaux. Hein. Aire de trafic, etc. Bon là c'est moins fourni, hein. Vous avez beaucoup moins d'informations, mais il faut quand même en tenir compte. Là c'est un petit peu différent. Enfin là c'est pas vraiment c'est encore autre chose. Vous avez donc ici, toujours dans la préparation du vol, hein, les cartes ASBA, donc ça va vous donner toutes les activités militaires sur le réseau RTBA. Et vous avez également ici, hein, donc dans cette partie-là, dans la partie en route, le paragraphe 5, hein, voilà, tout ce qui est zone interdite, etc., hein, avec la description. Voilà. Vous pouvez également aller voir du côté des NOTAM, hein, ces bulletins d'information, hein, où on vous donnera éventuellement hein, des informations qui sont régulièrement mises à jour hein, sur toute l'actualité, hein, toutes les activités qui peuvent perturber hein, le trafic aérien, que ce soit au niveau des aéroports, hein, mais que ce soit également en vol. Voilà. Donc normalement, hein, quand vous préparez un plan de vol, il faut aller consulter hein, toutes ces rubriques. Voilà. On va s'en tenir là. Hein. Je pense que déjà, si vous maîtrisez à peu près ces choses-là, vous êtes, je pense, largement dans la moyenne hein, de ce que vous devez savoir, et même certainement très au-dessus de la moyenne de ce dont vous avez besoin de savoir pour faire de la simulation. Toutes ces dispositions, pour moi, elles sont facultatives en simulation, vous n'êtes pas obligé d'en tenir compte. Si vous faites par contre du vol en réseau, attention quand même, parce que les contrôleurs aériens, eux, je pense que vous aurez, vont peut-être respecter, hein, je pense qu'ils respectent toutes ces restrictions, donc là, il faut quand même en tenir compte. Donc il faut quand même bien consulter vos cartes avant. Ils pourront vous demander de contourner ces zones, hein, donc soit en modifiant votre cap, soit en modifiant votre altitude. Voilà. Mais surtout, ça va vous permettre vraiment de comprendre. Hein, quand vous avez une carte comme ça, avec tous ces couloirs ici qui figurent en rouge, bah, vous savez désormais ce que c'est. Hein. Vous savez qu'ici, hein, quand vous avez un truc comme ça, bah, ici c'est le réseau RTBA. Hein. Ce sont des couloirs militaires qui sont activables sur demande. Bon, vous en tenez compte, vous n'en tenez pas compte, ça c'est à vous de voir. Mais au moins vous savez ce à quoi ça correspond. Hein, ouais. Voilà. Quand vous avez des zones ici comme ça, ouais, vous savez ici que voilà, un terrain comme ça qui apparaît en rouge, vous savez maintenant que c'est un terrain militaire, et puis la zone ici, bah, vous vous doutez bien que c'est une zone militaire. Hein, voilà, donc le survol, pareil, est réglementé. Hein. Vous notez aussi hein, que généralement, le survol est réglementé, mais généralement il y a une altitude. Hein. Vous avez vu que certains sites, hein, par exemple des sites nucléaires, vous pouvez tout à fait les survoler, mais on va vous dire qu'il faut voler au moins à 3000 pieds par exemple. Hein, une altitude. Donc si vous avez un vol par exemple et que vous volez ici, que vous avez un plan de vol à 8000 pieds, bah, vous pouvez tout à fait survoler ces zones-là, on l'a vu ici, hein, à 8000 pieds vous passez, hein, ça pose aucun problème. Voilà. Par contre, si vous désirez, voilà, si vous aviez prévu de voler, je sais pas, à 2000 pieds, bah là vous ne pourrez pas passer au-dessus. Hein. Donc soit vous montez, vous augmentez votre altitude, soit vous vous détournez, hein, vous contournez la zone, et puis vous continuez ensuite votre vol, hein, mais il faut en tenir compte. Hein. Dans la réalité, en tout cas, vous seriez obligé d'en tenir compte. Voilà. Je vais vous laisser hein, un petit peu creuser tout ça. Hein. Après, vous pouvez bien sûr approfondir hein, toutes ces questions par vous-même et vous exercer un petit peu à la lecture des cartes. Hein, c'est assez intéressant. Et donc, on va terminer ici notre série de vidéos consacrées aux espaces aériens. Si vous avez eu le courage de voir ces 5 vidéos, je vous félicite parce que c'est vraiment pas évident. Mais bah, le bon côté des choses, c'est que vous avez vraiment maintenant une vision assez globale, hein, quand même, et assez complète de ce que sont les espaces aériens, de la façon dont ça fonctionne. Et vous avez normalement des bases suffisantes pour pouvoir maintenant approfondir par vous-même les points qui vous intéressent, lire des cartes, les interpréter, les comprendre. Et éventuellement suivre des conversations, hein, quand vous allez des fois sur des forums, etc. Vous avez des gens qui échangent sur ces sujets-là. C'est vrai que souvent on a un petit peu de mal à suivre. Normalement maintenant vous avez toutes les informations nécessaires pour comprendre au moins de manière à peu près globale, hein, tout ce qui touche à ces sujets-là.
Voilà. Je vais vous remercier, comme toujours, pour votre immense attention et pour votre fidélité. Et je vais donc clore définitivement cette série de vidéos sur les espaces aériens. J'espère que ça n'a pas été trop pénible, mais je pense que c'est quand même quelque chose de nécessaire et ça fait partie de la culture générale aéronautique. Voilà, je vous remercie encore une fois et à très bientôt.